Bonsoir, heureux de vous retrouver pour cette réunion, pour échanger et puis surtout pour informer la population des évolutions à venir, actuelles, en termes de vie autour d'une centrale. C'est ça le thème, c'est vivre autour d'une centrale et savoir ce que l'on doit faire si au cas où il devait se produire un événement inattendu et accidentel. Oui, tout à fait. Bonsoir à toutes et à tous, à mes collègues élus et à monsieur le sous-préfet qui nous rejoint. Alors oui, le thème de ce soir est important et si j'en juge par la présence nombreuse du public, c'est que effectivement les choses vont évoluer puisque nous passons d'un périmètre PPI autour de chaque centrale de 10 km à un périmètre de 20 km. Alors ça va changer beaucoup de choses puisque nous avons aujourd'hui, puisque en réalité voilà, les choses se mettent en place, nous avons 193 000 habitants sur cette zone qui recouvre 120 communes, dont 4 communes dans la Somme. Donc effectivement, il était important que ce soir, nous puissions répondre aux questions des publics, de tous les publics, parce que effectivement, il y a des choses qui vont évoluer. Les communes vont être, elles, la cheville ouvrière de la mise en place de ces PPI, et il y aura bien évidemment dans nos communes du travail à réaliser. Alors, les communes qui sont dans le périmètre des 10 km connaissent déjà les démarches, mais effectivement, il y a des précautions à prendre, il y a des choses à mettre en place. Je pense en particulier aux plans communaux de sauvegarde. Et donc, tout ceci va nous être expliqué par le CIRA7PC, par l'ARS et aussi par monsieur le sous-préfet qui aura, bien entendu, des choses à vous dire. Donc voilà, oui, effectivement, les choses évoluent et vivre auprès d'une centrale, nous le savons, puisque nous sommes tous conscients, même si nous n'étions pas dans le périmètre des 10 km, nous étions tous conscients qu'il y avait 2 centrales sur le département de la Paluel et Panly, mais que maintenant, l'élargissement du périmètre va nous obliger à agir différemment, à avoir les bons réflexes et aussi à en parler. Je suis très content que vous ayez répondu favorablement à cette invitation pour que vous puissiez écouter ce que l'on a à dire sur la mise en place de ce PPI élargi. On vous l'a dit, on change de volumétrie de façon importante. Et il me paraissait intéressant que vous puissiez entendre où est-ce qu'on en est du dossier. Il n'y a pas de questions rentrées. Vous pouvez poser toutes les questions dessus. Et donc ce soir, par étapes successives, on va vous présenter où est-ce qu'on en est de ce PPI, des travaux de réflexion, de pourquoi on en est arrivé à passer de 2 cercles concentriques avec une zone neutre au milieu et de mettre plutôt un ballon de rugby au milieu pour inclure tout le monde. Alors avec nous, ce soir, vous avez parlé du CIRA7PC, représenté par Camille de Vitastesi. Bonsoir, vous êtes Bonsoir, monsieur. La directrice. Alors, et votre adjoint est à vos côtés, Laurent Mabir, pour vous expliquer, répondre à vos questions. CIRA7PC, PC comme protection civile. Tout à fait, comme protection civile. Donc la déclinaison du nom, c'est le service interministériel régional des affaires civiles et économiques de défense et de protection civile. Et notre rôle est de s'assurer de la prévention, de la planification, de la gestion des crises sur l'ensemble du territoire départemental. Donc installé à la préfecture, installé à la préfecture où on a ce qu'on appelle généralement la cellule de crise. Et là où le préfet, effectivement, peut gérer l'ensemble des événements qui se passent sur le territoire départemental. Merci. L'Agence régionale de santé avec Benoît Cottrel, responsable du pôle veille et sécurité sanitaire. En 2 mots, quel est votre rôle, votre activité ? Il était déjà allumé en fait. Voilà. L'ARS est responsable en fait de 2 grands champs dans sa mission de santé publique. C'est d'abord prévenir, promouvoir la santé, protéger la population, mettre en œuvre les actions de santé publique et la politique de santé publique nationale, et puis l'organisation des soins de santé, des soins médico-sociaux. Donc mon service, le pôle veille et sécurité sanitaire, en lien avec la préfecture, est chargé d'apporter une réponse sanitaire à des événements, des situations sanitaires exceptionnelles
en lien avec tous les acteurs du territoire, les établissements de santé, les SAMU, les cellules d'urgence médico-psychologique. Et donc nous sommes à la disposition du préfet dans ce genre de situation. Merci d'être avec nous ce soir. Et alors, il y a des hommes, des femmes sur ce territoire, il y a également des animaux. Anne-Marie Griffon-Picard, vous êtes chef du service santé et protection des animaux et de l'environnement à la direction départementale de la protection des populations. Vous allez pouvoir répondre aux questions à la fois des professionnels et puis de ceux qui ont des animaux domestiques. Oui, entre autres, des questions relatives à l'alimentaire. Moi, je suis chef d'un service administratif qui a qui est plus connu anciennement sous le terme de service vétérinaire. Et donc, on s'occupe de toute la déclinaison de la politique régalienne en matière de contrôle alimentaire, sanitaire concernant les animaux. Et de la même façon que l'ARS, on peut être amené, sous l'autorité du préfet, à apporter des réponses sanitaires à des événements qui peuvent se passer sur le territoire. Un territoire, merci, où il y a également des enfants et des écoles. Sylvie Speck, vous êtes conseillère de prévention académique, coordinatrice académique risque majeur au rectorat de l'académie. Merci. Quelques mots pour nous dire quelle est votre mission? Tout à fait, bonsoir. Donc ma mission, c'est d'accompagner les établissements scolaires en matière de sécurité et par rapport à ce qui nous intéresse aujourd'hui en matière de plan de sauvegarde pour faire face à un événement qui pourrait survenir pendant les heures de classe. Et enfin, il joue à domicile, Eric Canel. Merci également à vous de nous accueillir ici avec vos services techniques. C'est vous qui en êtes responsable et à ce titre, vous nous expliquerez comment dans votre commune se décline cette alerte qui pourrait résonner et comment vous vous y préparez, c'est cela? Oui, donc moi je suis en charge de la mise en place du plan communal de sauvegarde avec Madame le maire. Et donc on fait des exercices réguliers une fois par an en même temps que le PPMS de l'école. Et on a mis en place plein de moyens pour faire le relais de la préfecture au niveau de l'information de la population et d'intervenir dans ce cadre-là. Merci. Je crois que j'ai présenté tout le monde. Michel Jérôme, j'ai le plaisir peut-être d'en réveiller quelques-uns d'entre vous sur une radio, France Bleu. Et surtout, ce qui m'intéresse ce soir, c'est que j'aurai également à vous alerter, si cela devait être le cas, en cas sur cette zone d'un accident. On vous l'expliquera, ça passera aussi par la radio et en particulier par France Bleu, qui est la radio de service public ici sur ce territoire. Alors ce territoire, c'est la Seine-Maritime qui compte 2 centrales nucléaires, nous le disions. Ce soir, nous parlerons parfois dans notre discours de CNE, ce qui veut dire Centre nucléaire de production d'électricité. Je crois que nous avons également des représentants d'EDF qui sont avec nous et de ces centres, alors directeurs. Nos 2 CNPE comptent 6 réacteurs au total de 1300 MW, 4 à Palluel et 2 à Penly. Toute activité industrielle, on peut l'imaginer, comporte des risques. Et dans les installations nucléaires, le risque est notamment lié à la présence de matières radioactives. Un accident pourrait donc conduire au relâchement de ces particules radioactives et entraîner un réel danger pour les populations. Comment serait géré un accident grave? Comment serait protégée la population? Comment serez-vous protégé? C'est toutes les questions qui vont trouver des réponses ce soir. Et je pense que nous sommes partis avec un tout petit peu de retard, mais en moins de 2 heures, l'objectif c'est que vous repartiez d'ici avec quelques réflexes en tête. Voilà, les réflexes clés pour savoir réagir en cas d'alerte. Alors effectivement, en cas d'accident nucléaire, il y a toute une organisation des plans qui est mise en place et qui vont se mettre en œuvre. Vous avez tout d'abord le PUI, donc le plan d'urgence interne, qui est de la responsabilité de l'exploitant et qui va mobiliser ses moyens internes pour effectivement mettre en sécurité l'installation pour qu'elle soit vraiment dans un état sûr. Dès que ce plan est déclenché par l'exploitant, il y a une information immédiate de la préfecture qui va surveiller l'évolution de l'accident au regard des informations qui remonteront par l'exploitant. Si la situation venait à s'aggraver, le préfet déclencherait alors le PPI, le plan particulier d'intervention. Et là, le préfet va rassembler autour de lui, dans la cellule de crise dont je vous ai parlé précédemment, l'ensemble des services concernés pour mettre en place toutes les mesures qui viseront à protéger la population et son environnement et parvenir à un retour à la normale. Parallèlement au déclenchement du PPI, l'ensemble des maires concernés seraient alertés et on leur demanderait de déclencher leur PCS, leur plan communal de sauvegarde,
pour alerter à la population et mettre en place toutes les mesures qui relèvent de ses moyens pour alerter la population et se coordonner avec les instructions qui seraient données par la préfecture. Et enfin, dans les écoles, on pourrait mettre également en place, serait mis en place, et pas on pourrait, il faudrait mettre en place nécessairement les PPMS, les plans particuliers de mise en sûreté, dont un exercice a été joué très récemment, et j'imagine que vous avez participé à ces exercices en alertant vos écoles. Des exercices, des simulations qui sont indispensables pour se préparer. Tout à fait, des exercices qui sont indispensables, car ça permet effectivement de tester le bon fonctionnement de nos plans, de tester notre réactivité et d'apprendre à nous connaître, parce qu'on a l'habitude de travailler ensemble, mais en cellule de crise, c'est pas tout à fait la même chose. Donc comme ça, on acquiert les réflexes pour aller vite, se comprendre et être efficace et opérationnel. Alors, qu'est-ce qu'un PPI? Quel est son objectif, Laurent Mabir? Donc le PPI, on l'a dit, c'est un terme, donc le plan particulier d'intervention, qui s'intègre dans un dispositif global que vous connaissez peut-être sous le vocable Orsec. Donc le plan Orsec, le PPI fait partie des dispositifs Orsec. Orsec qui est lui-même un acronyme d'Organisation de la réponse de sécurité civile. Donc ce PPI, en fait, il a un objectif, c'est de prendre le relais pour traiter de toutes les conséquences d'un événement, en l'occurrence un événement qui nous intéressera, qui sera autour d'une centrale nucléaire, pardon. Donc qui prendra en compte autour d'un événement sur une centrale nucléaire tout ce qui concerne l'extérieur de la centrale, tout l'environnement de la centrale, à travers la mise en place de dispositifs de protection des biens, de l'environnement et surtout évidemment de la population qui sera riveraine à plus ou moins grande échelle, hein, d'ailleurs, du site concerné. Quel est son objectif? Donc l'objectif, c'est vraiment d'organiser la réponse face à un événement majeur pour protéger la population, planifier, préparer la réponse pour pouvoir, le jour J, ne jamais connaître évidemment, être prêt, en tout cas avoir toutes les... Ça coupe un peu. Il faut mettre qu'une main en fait. Dès qu'on met la deuxième, ça va pas. Je vais le tenir d'une main. Donc voilà, c'est vraiment d'être prêt, de planifier la réponse pour pouvoir être prêt en cas d'événement et de pas, j'allais dire, chercher déjà des éléments qui sont déjà organisés dans ce plan. Donc on a dans ce plan différents items, hein, différentes chaînes. D'abord, il précise quelle est l'autorité unique d'activation de ce plan. Donc c'est un plan qui est obligatoire autour des sites, notamment nucléaires. C'est un plan qui est activable par la préfet. Donc c'est une autorité unique de décision. Donc c'est vraiment, en l'occurrence dans notre la préfète qui le déclenchera et qui l'activera. Et puis donc il est organisé avec différents points. D'abord une identification du risque. À quoi on est confronté quand on est à proximité d'une centrale nucléaire? Quels sont les risques que présente une centrale nucléaire? Quels sont les différents scénarios de danger qui pourraient conduire à un rejet radioactif? Donc on a une identification des risques dans ce PPI. On a ensuite une organisation de la chaîne d'alerte qui doit se mettre en place quand on a un événement. Comment l'exploitant alerte les autorités et les pouvoirs publics qu'il est face à une difficulté dont il ne peut pas encore complètement maîtriser la chose, ou en tout cas qui risque de déborder. Donc une disposition sur la chaîne d'alerte, une disposition sur la chaîne de commandement qui va se mettre en place, comme une organisation un peu militaire, hein, qui prend le leadership par rapport à la réponse, comment on organise concrètement les secours, où on met les postes de commandement, tout ça est prévu dans le PPI. Et puis évidemment, il prévoit il planifie, il organise ce qu'on appelle les mesures de protection de la population, avec comment on organise la protection des populations face à un événement, face à un rejet, et comment on la met à l'abri s'il y a besoin, comment on l'évacue s'il y a besoin, comment on prescrit la prise de comprimés spécifiques qui permettent de limiter l'impact des rejets radioactifs. Bref, une organisation complète de l'organisation de la réponse de secours au sens large. Et puis, de façon un peu plus pratique, il organise aussi pour chaque service qui sera amené à intervenir, quelles sont ses missions complètement détaillées qui seront pris en compte en cas d'événement. Il organise des missions, les moyens qui seront mis en œuvre pour pouvoir y répondre, et donc l'organisation qui sera mise en œuvre pour y répondre. Alors, on va revoir tout cela point par point avec les différents intervenants concernés. On l'a évoqué déjà, Camille, le périmètre a augmenté de 10 à 20 km. Pourquoi a-t-il augmenté comme cela ? Alors, le périmètre a augmenté effectivement de 10 à 20 km, puisqu'en mars 2011, au Japon, vous avez eu un séisme suivi d'un tsunami qui a causé un accident majeur sur la centrale de Fukushima. Et suite à cet événement dramatique, un retour d'expérience a été fait
auquel ont participé les autorités françaises. Et au regard de ce retour d'expérience, il a été décidé d'augmenter le périmètre donc, de ces PPI nucléaires autour de nos centrales. L'objectif était effectivement d'accroître certaines mesures de protection des populations. On peut retrouver notamment la prédistribution de comprimés d'iode. On va avoir une phase d'évacuation immédiate qui a été mise en place, des mesures anticipées de gestion post-accidentelle pour qu'on anticipe ces mesures et qu'on ne le fasse pas une fois les mesures d'urgence mises en place. Et donc tout ça a été mis en place suite à cet accident de Fukushima. Qu'est-ce que ça signifie pour les nouveaux habitants qui sont là, pour certains ce soir, d'appartenir maintenant à cette zone des 20 km? Alors évidemment pour les habitants qui sont là, donc ça va concrètement se manifester, j'allais dire presque dans leur quotidien et dans leur environnement proche, puisque ça va se manifester dans leur habitation. Il va y avoir donc une fois que le PPI sera approuvé et puis que la campagne va être mise en place, une distribution de comprimés d'iode qui seront distribués directement auprès de chaque foyer de chaque commune qui seront concernées par ce périmètre de 20 km. Donc chaque foyer aura à sa disposition dans son domicile des comprimés d'iode à disposition. Ça va aussi se manifester par la mise en place de dispositifs d'information particulières, donc des informations à travers je veux dire, une distribution de plaquettes d'informations qui répètent justement ce qu'est le risque, ce que sont les consignes de sécurité quand on entend un certain dispositif et notamment certaines alertes qui doivent être mises en place, donc les consignes, une distribution de consignes, une intégration également d'informations dans les documents obligatoires que doivent mettre en place les communes, les documents d'information communale, donc des intégrations de ce risque nucléaire nouveau sur 20 km, et puis également la possibilité dans certains cas de participer activement à la mise en œuvre d'entraînement, d'exercices, donc de participation active à l'exercice pour savoir reconnaître s'alerte, savoir mettre en place les consignes de sécurité qui doivent être activées. Et puis ça répond aussi à l'autre item, c'est évidemment un dispositif d'information renforcé avec notamment toute l'action de la CLIN qui va se mettre en place sur ce 20 km. Blandine Lefebvre, oui, vous travaillez, vous prenez votre part également à cette communication. Oui, c'est même le essentiel de la CLIN, c'est-à-dire que la CLIN, elle a pour mission première d'informer les publics de l'activité autour des centrales. Et donc notre rôle est primordial puisque nous devons aller expliquer aux populations comment ça fonctionne, comment nous devons réagir. Et donc nous avons, au sein de la CLIN, nous avons une commission communication qui est présidée par mon collègue et ami Jean-Louis Chauvency. Et donc nous avons des supports de communication qui sont distribués de façon très régulière. Donc très régulièrement, vous aurez dans vos boîtes aux lettres des supports de communication. Et c'est la commission communication qui travaille sur ces supports de com qui sont bien entendu à la disposition du grand public. Nous avons aussi une fois par an l'obligation maintenant, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années, mais la CLIN de Seine-Maritime était avant-gardiste, puisque depuis très longtemps nous faisons cette réunion publique d'information. Mais donc maintenant c'est une obligation, et donc une fois par an nous réunissons l'ensemble des services de l'État aux côtés du sous-préfet pour justement évoquer un thème autour de l'activité nucléaire. Donc voilà, notre rôle essentiel, c'est informer les publics. Donc regardez bien dans votre boîte aux lettres, faites le tri, il y a beaucoup de publicité parfois dans certaines communes, gardez bien les messages de la CLIN, il y a CLIN Info, je sais qu'il y a un dépliant également qui est en train d'être mis à jour. Absolument, et puis il y a aussi le site internet de la CLIN qui fonctionne très bien et qui est assez visité. L'élargissement à 20 km, on va le voir au cours de la soirée, donc c'est déjà un grand pas. C'est pas parce que le plan en lui-même va planifier, va organiser une réponse sur les 20 km, qu'au-delà de 20 km, il ne va rien se passer. Évidemment, on sait bien et on peut le pressentir,
qu'un événement, j'en mets qu'une main, qu'un événement de ce type, évidemment, a des conséquences bien au-delà, puisque évidemment, ça va impacter toute la société française, on le voit, on le sait bien. Donc, évidemment, il y aura des actions qui seront mises en place au-delà de 20 km, mais la réponse qui nous est demandée, puisque c'est aussi une obligation réglementaire, c'est déjà de l'organiser sur les 20 km. Ce premier temps de réponse, il est sur 20 km. Au-delà de 20 km, et d'ailleurs on va le voir dans quelques dispositifs qu'on va vous présenter au cours de la soirée, il y aura des impacts. Vous êtes à Sainte-Marie-des-Champs, et il n'est pas impossible qu'à Sainte-Marie-des-Champs, des personnes qui sont dans un rayon proche de la centrale arrivent à Sainte-Marie-des-Champs, parce que justement vous êtes déjà au-delà, dans un périmètre qui est au-delà de celui des 20 km. Donc il y aura des impacts, forcément il y aura des impacts. Il y aura également, il y a des dispositifs qui existent par rapport à des distributions d'iode qui sont au-delà des 20 km, mais qui ne sont pas, j'allais dire, faites de façon préventive. C'est-à-dire que vous n'aurez pas à Sainte-Marie-des-Champs de l'iode. Vous en aurez quand vous serez dans les 20 km, mais pas à Sainte-Marie-des-Champs. À Sainte-Marie-des-Champs, si jamais on doit avoir, et malheureusement, un accident nucléaire qui a des rejets potentiels sur Sainte-Marie, il y aura une mise en place de distribution, mais qui sera cette fois réactive. Mais qui est prévue également, il y a des dispositifs qui sont prévus pour ça. Donc vous nous ferez sortir de chez nous pour aller chercher dans les pharmacies des pastilles d'iode qui seront arrivées entre-temps. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire, alors, les pastilles d'iode elles sont déjà disséminées dans le territoire, et donc elles sont déjà prêtes à être distribuées, sauf qu'elles ne sont pas dans les foyers actuellement, au-delà de 20 km, elles ne sont pas dans les foyers. Par contre, évidemment, si jamais on vous invite à sortir récupérer ces pastilles d'iode, c'est qu'on sera sûr qu'il n'y aura pas de rejet qui vous concernera. Le rejet, il est, et là je vais prendre ma casquette qui n'est pas celle d'ingénieur, je ne suis pas ingénieur nucléaire, mais en tout cas le rejet, j'allais dire, on est en capacité, et notamment l'exploitant et des services experts type de l'ASN ou de l'IRSN sont en capacité de les modéliser, y compris pendant le temps de l'incident. Donc on a un certain temps de mise en œuvre qui va permettre justement la possibilité de mettre en place cette distribution d'iode. Et donc là, aujourd'hui, effectivement, on vous présente les PPI, les plans particuliers d'intervention qui sont propres à chacune de nos deux centrales. Mais on a également, au niveau du département, un plan qui concerne la déclinaison du plan gouvernemental en cas d'accident nucléaire et qui va concerner en fait l'ensemble du territoire au-delà de ces 20 km. Et des départements français qui n'ont pas de centrale nucléaire ont également ce plan. Donc ce risque est bien pris en compte pour l'ensemble de la population française. On n'oublie pas, si vous voulez, la population au-delà des 20 km. Pour la population dans ces 20 km, comment suis-je alerté s'il venait à se passer quelque chose? Donc, s'il y avait effectivement un accident nucléaire, la première chose qu'on entendrait, ce sont les sirènes. Donc, généralement, les sirènes, les 3 fois 1 minute 40, qui vous invitent à vous mettre à l'abri. Il y aurait également, dans les 2 km autour de la centrale, qui serait la génératrice de cet accident, un système d'alerte téléphonique qui serait mis en place auprès de l'ensemble des foyers. Au niveau de la préfecture, on mettrait également en place ce qu'on appelle le système GALA. C'est un système d'alerte téléphonique qui est adressé à l'ensemble des maires du département, ou les maires concernés en l'occurrence, pour leur demander d'activer leur PCS, puisque dans le plan communal de sauvegarde, il y a tout un chapitre normalement consacré à l'alerte, qui demande aux maires d'organiser le système d'alerte au sein de sa commune. Donc il y a plein de moyens d'organiser un système d'alerte. Vous pouvez avoir un système d'alerte par téléphone, vous pouvez avoir un système d'alerte avec des référents de quartier qui pourront aller prévenir. Vous avez aussi des communes qui vont avoir un haut-parleur, enfin un mégaphone, et qui pourront passer dans les rues au mégaphone pour alerter la population. Il existe différentes possibilités d'alerter la population. Et bien évidemment, vous avez les messages radio, France Bleu en l'occurrence. Vous pouvez avoir également des spots des messages via la télévision, puisque l'État et les départements sont conventionnés avec France Bleu ou France Télévisions pour passer ces messages d'alerte. Donc s'agissant par contre de votre question sur l'approche géométrique, on a fait un rayon à 2 km, à 5 km et à 10 km, donc c'est des points qu'on va développer par la suite, qui sont différents rayons avec différentes phases. On a une phase à 2 km, qui est une phase de mise à l'abri, une phase à 5 km d'évacuation immédiate, et on a un rayon à 20 km. En fonction de l'accident, en fonction de la météorologie, en fonction du sens du vent, avec les experts, comme vous l'a dit M. Mabir, et donc des experts de l'exploitant, de l'IRSN et de l'ASN, il y a une modélisation du panache qui pourrait... particules radioactives qui seraient mis en place et qui nous seraient communiquées. Et effectivement, on demanderait à la population qui serait sous ce panache
de prendre un certain nombre de mesures. Donc il est bien évident que si le panache se dirige vers l'ouest, la population qui sera à l'est ne sera pas forcément, on ne lui demandera pas forcément de mettre en place ces mesures. Il y a tout ce qu'on appelle une phase concertée dans ce plan particulier d'intervention qui nous permet, avec les experts, d'adapter les mesures qui vont être prises à la typologie de l'accident. Il peut y avoir plein d'accidents différents et on ne va pas apporter la même réponse à chaque accident. Il y a vraiment une adaptation qui est faite. Donc là, effectivement, ces points seront pris en compte par l'IRSN, par l'ASN, par l'exploitant, puisqu'on aura donc l'exploitant au niveau local, mais on aura également EDF au niveau national qui pourra nous apporter des éléments et nous aider à prendre les décisions les plus appropriées pour vous protéger et donc tenir compte effectivement de la météorologie, puisque en cas de crise, on aurait effectivement en salle de crise un expert de Météo France qui serait à nos côtés pour effectivement nous alerter sur la prévision météo, les changements de vent et l'ensemble de ces éléments météorologiques. Oui, donc en cas d'alerte, on reçoit les informations par le système GALA présenté tout à l'heure au niveau de la préfecture. Donc Madame le maire étant informée directement, plus les services de la mairie, elle déclenche son plan communal de sauvegarde. À partir de là, on va pouvoir relayer les messages d'information qu'on nous demande de passer à la population. Donc soit par le policier municipal qui est équipé de voitures sonorisées, et on a recensé toutes les personnes qui sont isolées sur les secteurs, les quartiers un peu difficiles de Franville, où on peut les appeler par téléphone pour pouvoir les prévenir. Donc ça, c'est la première chose. Et après, en exercice, donc on en fait un par an, qui met en œuvre les moyens des services techniques et les moyens des élus au niveau de cellules de crise qui est organisée au niveau de la mairie de Franville. Donc il y a une présentation qu'on a mis derrière, là. Et on fait un exercice tous les ans en même temps que le PPMS des écoles. Donc il y a eu avant-hier, lundi matin. Ah oui, c'est vraiment d'actualité. Tout à fait. Et c'est pas parce qu'il y avait la réunion. Ah ben non, pas du tout. Non, au cas où, avant qu'une question surgisse. Quelles mesures de protection et d'information des populations, Laurent Mabille? Donc les mesures, elles sont assez simples. En fait, il y en a vraiment trois principales qui seront à mettre en œuvre en cas d'accident. C'est d'abord une première mesure dite de mise à l'abri. Donc cette mesure, en fait, elle vise évidemment à se protéger, donc à protéger la population, et elle s'appliquera notamment sur un premier périmètre presque immédiat de la centrale, un périmètre très rapproché, ça sera le périmètre des 2 km. Donc c'est ce qu'on appelle une phase réflexe, donc c'est une disposition réflexe. Donc dans les 2 km de la centrale, on invitera la population à se mettre à l'abri dès qu'elle entendra la sirène. Alors la mise à l'abri, ça consiste en quoi? Puisque c'est vraiment rejoindre un bâtiment en dur et se protéger à l'intérieur de ce bâtiment en dur. Alors il ne s'agit pas de calfeutrer, il ne s'agit pas de fermer les fenêtres, de scotcher, de tout ce qu'on veut bien, c'est vraiment de se protéger dans un bâtiment en dur en étant isolé de l'extérieur mais sans être confiné. On se protège de l'extérieur pour éviter quoi? Pour éviter le rayonnement, puisque le rejet radioactif c'est avant tout un rayonnement, et donc quand on est derrière un bâtiment en dur, briques, béton, de ce type-là, on évite en fait d'être exposé au rayonnement. Donc c'est vraiment ce principe-là de la mise à l'abri. La deuxième action qui pourrait être mise en œuvre, c'est l'évacuation. Donc là, cette fois, c'est une décision qui doit être prise avant d'évacuer. Il faut en recevoir l'ordre. L'ordre d'évacuation dans le cadre d'un PPI, c'est un ordre qui est donné par la préfète au regard d'une situation et au regard, de tout le contexte, à la fois météo, à la fois de type d'incident auquel on est confronté, pour mettre en œuvre cette évacuation. Donc dès qu'on reçoit l'ordre d'évacuation, l'idée, évidemment, est de sortir de chez soi, de sortir de son travail, si on est dans la zone des 5 km, et d'aller vers une zone qui sera prédéterminée et qui sera annoncée également pour rejoindre un centre d'accueil temporaire, pour pouvoir être éloigné du risque que constitue évidemment le rayonnement qui pourrait agir sur la centrale. La troisième mesure de protection, on l'a déjà un petit peu touché du doigt, c'est la prise des comprimés d'iode. Alors là, je vais être assez rapide puisque le docteur Benoît Cottrel en parlera. La prise des comprimés d'iode, elle a un objectif, c'est de saturer en fait la glande thyroïde qui est en capacité d'absorber l'iode radioactif. Et donc en prenant un comprimé d'iode, on sature la glande thyroïde et comme ça on évite d'ingérer de l'iode radioactif qui pourrait être dans l'atmosphère.
Donc, mais ça, c'est vraiment un point. Et puis, il y a une quatrième consigne, mais c'est là qui vaut, j'allais dire, pour toutes les autres. C'est aussi se mettre à l'écoute de la radio. On l'a évoqué, alors je ne fais pas de pub pour France Bleu, mais quand même, en l'occurrence, là, aujourd'hui, on va en faire un peu, puisque c'est à travers notamment ce réseau de France Bleu et de France Télévisions qu'on diffusera les consignes, en tout cas que la préfète diffusera les consignes de sécurité, d'orientation qui seront annoncées à l'ensemble de la population. Alors, vous l'avez dit, le docteur est là, docteur Cottrell, pour répondre aux questions qui se sont posées dès le début, d'ailleurs, on pouvait s'y attendre, sur ce comprimé d'iode. Alors, comment ça marche? On l'a évoqué un instant. Où est-ce qu'on le trouve? À quel moment faut-il le prendre? Et ça marche combien de temps, docteur? Alors, bon, Laurent a déjà un peu expliqué à quoi servait ce comprimé. La thyroïde, je pense que la plupart d'entre vous savent en tout cas à quoi ça sert. C'est une petite glande qui se trouve ici, là devant la trachée, et qui sert au développement psychomoteur, à la croissance, et qui est indispensable à la vie par la production d'hormones. Donc les personnes particulièrement sensibles à un effet sur la thyroïde sont les femmes enceintes et les enfants. Alors, on vous l'a dit, l'ingestion d'iode a pour effet donc d'éviter que la thyroïde fixe de l'iode radioactif qui serait dans l'atmosphère, qui viendrait se fixer sur la thyroïde et qui entraînerait essentiellement des cancers de thyroïde. Donc en ingérant l'iode, au moment où on vous le dit, parce qu'il y a un moment où l'iode est efficace, et il ne faut pas la prendre avant, il ne faut pas la prendre après, évidemment, au moment où la décision sera prise, parce qu'il y a en lien avec l'ASN, le préfet ou la préfète informera la population qu'il est temps de prendre ce comprimé. Donc ce comprimé, il est sous forme c'est des comprimés qui sont fabriqués par le laboratoire des armées, et donc qui est un comprimé classique. Le diode, c'est un composé naturel qu'on trouve dans la nature. Hein. Vous en mangez tous les jours, quand vous mangez du sel de cuisine, il est enrichi d'iode. C'est pour ça que je dis que les allergies que vous évoquez sont extrêmement rares. Ça existe, c'est vrai. C'est extrêmement rare, et on a une solution de remplacement pour les personnes qui seraient vraiment allergiques à l'iode. Dans ce cas-là, ce que je conseille à ces personnes, c'est d'en parler au médecin traitant, qui trouvera une solution et qui peut évidemment appeler l'ARS pour avoir un appui, un conseil. Je vais vous poser des questions, vous y avez déjà répondu, mais que ce soit bien clair. Ça marche combien de temps, ça? Alors, ça marche 24 heures. C'est pour ça qu'il faut le prendre au bon moment. Parce qu'avant, ça risque de ne pas avoir d'effet. Après, ce sera évidemment trop tard. Ce que je veux souligner ici, c'est vraiment l'importance pour les enfants et les femmes enceintes. Après, pour un adulte en bonne santé, c'est indispensable de le prendre, mais ça a moins d'effet. Alors, où on le trouve, on l'a déjà un peu évoqué, hein, dans la zone PPI, comme on dit. Hein, chaque foyer va recevoir, en fonction de la composition de son foyer, il ira chercher avec un bon qu'il aura reçu, sa boîte de comprimés ou ses boîtes de comprimés d'iode à la pharmacie. Les établissements recevant du public, les collectivités, les écoles disposeront d'un stock pour pouvoir délivrer au bon moment à toutes les personnes qui seront dans je sais pas, un établissement qui rend à la poste, dans l'école, voilà, dans tous les lieux publics où chaque responsable de lieu public est chargé de constituer un stock et de pouvoir délivrer cela au bon moment. Et puis surtout, ce qui doit être clair aussi, c'est que ça n'empêche pas de respecter les autres consignes qui sont données, de se mettre à l'abri. L'ingestion de comprimés d'iode, c'est une mesure complémentaire des autres mesures. Ça vient souvent après les deux autres mesures qui vous ont été évoquées par les services de préfecture, donc c'est la mise à l'abri et l'évacuation. Donc c'est une mesure complémentaire qui vise à protéger cet organe particulier qui est la thyroïde. Vous parliez de l'école, Sylvie Speck, je le rappelle, vous venez du rectorat. On l'a évoqué, à l'école, les enfants, comment est-ce que tout cela est géré, puisque c'est très important pour les enfants, nous disait le docteur. Oui,
je confirme que toutes les écoles, tous les collèges, tous les lycées qui sont implantés dans la zone PPI disposent de comprimés d'iode en quantité suffisante pour protéger l'ensemble des élèves et l'ensemble des adultes, et avec une dotation complémentaire pour toutes les personnes qui seraient ponctuellement présentes dans l'école, des parents d'élèves, des stagiaires, parfois des professionnels. Donc il y a une dotation complémentaire à l'effectif maximal de l'établissement scolaire. Voilà. Et le jour J, c'est le chef d'établissement ou le directeur d'école qui est chargé d'organiser la distribution des comprimés. Et il fait ça à la demande de qui? Comment ça se passe? Il fait ça à la demande de la préfète. Lorsque un message est donné sur France Bleu Haute-Normandie et qu'on demande d'ingérer les comprimés d'iode à telle heure, au niveau des établissements scolaires, l'organisation est mise en œuvre. Très bien. Alors, maintenant, si vous avez des questions particulièrement sur ceci, ce qui vient d'être dit, sur les comprimés d'iode, il y aura d'autres sujets qui seront évoqués et d'autres moments pour poser des questions, rassurez-vous. Patrick Lefebvre, au Freville. Quelqu'un qui a été opéré de la thyroïde et qui n'a plus de thyroïde, devra-t-il quand même, a priori, je pense que non, prendre le comprimé d'iode? Alors effectivement, si une personne a subi une ablation totale de la thyroïde, c'est pas la peine de prendre le comprimé d'iode puisqu'il n'y a plus de risque. Et si on ingère une dose double de celle qui est préconisée, ou si on ingère une dose alors qu'on ne devait pas le faire, il n'y a aucun risque, c'est un élément naturel qui est totalement illimité. Alors, les entreprises ont également des stocks d'iode pour protéger l'ensemble de leurs salariés. Donc c'est le même principe que sur les écoles ou sur les autres établissements publics. Les entreprises ont également des stocks d'iode. La distribution d'iode et le renouvellement de ces stocks d'iode est organisé au niveau national, où vous avez des campagnes de distribution. La dernière campagne qui a eu lieu sur les 10 km, puisque nous sommes encore actuellement sur un périmètre de 10 km autour de nos centrales, a commencé en 2016 et s'est terminée en 2017, où on a renouvelé les stocks d'iode, puisqu'il y a un comité national qui surveille justement les dates limites de péremption de ces boîtes pour pouvoir les renouveler en temps et en heure. L'autre question, c'était sur l'information, enfin sur l'alerte. Vous avez parlé de sirène. Je pense qu'il y a un code que l'on ne connaît pas et tout le monde n'a pas de sirène. Et tout le monde peut ne pas les entendre. Alors, à ma connaissance, il y a une sirène qui a été installée à Geur. Est-ce qu'elle a un rapport avec une alerte possible dans notre région ou pas? Alors, les sirènes, pour répondre sur l'aspect sirène, donc évidemment, vous avez raison, monsieur le maire, donc il y a un signal particulier, il y a un signal d'alerte. Alors, je ne vais pas vous le limiter parce que sinon, ça va être assez terrible. En tout cas, il existe sur certains sites, et notamment sur celui de la préfecture, le code et le signal d'alerte qui est entendu. Ce signal, vous l'entendez peut-être quand le premier mercredi de chaque mois à midi, si vous êtes dans une commune qui est dotée d'une sirène, ou en tout cas si vous êtes à proximité d'une commune qui est dotée d'une sirène, vous entendez ce signal-là. Donc ce signal, ce qu'on appelle le signal d'essai du mercredi, le premier mercredi de chaque mois, en fait, en cas d'alerte, il est répété 3 fois. Donc on a 3 fois ce signal qui est activé et qui en fait doit permettre à la population à la fois de l'entendre et puis, j'allais dire, d'avoir le réflexe de justement se mettre à l'abri et de se mettre à l'écoute des consignes à la radio. Donc ça, c'est vraiment le réflexe premier. Le signal a une autre audition, en fait, c'est le signal de fin d'alerte. Donc là, cette fois, on l'entend moins souvent, puisqu'évidemment, ce n'est pas le signal qui est testé le premier mercredi de chaque mois. Le signal de fin d'alerte, c'est en fait un son continu de 30 secondes et qui invite en fait la population cette fois à dire que le danger est passé, qu'il n'y a plus de conséquences possibles, et donc on invite la population à travers ce signal de fin d'alerte à retrouver une activité normale. Sur la sirène de Geur, comme j'allais dire, sur pas mal de sirènes des communes qui sont représentées. C'est l'autre main, c'est la main droite, je ne sais pas pourquoi. Donc, en effet, ces sirènes permettront de diffuser cette signal d'alerte. Comme il en existe également en proximité des centrales, il y a des sirènes dites, ce qu'on appelle les sirènes dites PPI, qui permettent aussi de diffuser ce signal d'alerte. Toutes les sirènes qui sont présentes sur le département diffusent le même signal. Donc ça permet d'avoir une uniformité de son et une uniformité justement pour permettre à la population de bien l'appréhender.
Donc on a des sirènes PPI qui sont directement liées aux centrales nucléaires, comme sur d'autres sites industriels d'ailleurs dans le département, et on a des sirènes qui sont plutôt cette fois une implantation communale et qui diffuseront le même son et qui invitent exactement à prendre les mêmes consignes pour la population. Le premier temps de la distribution, notamment celle qui est passée, celle de 2016-2017, le premier temps de la distribution a été fait sous le système de bons de retrait. Les foyers des communes qui étaient dans les 10 km, en fait, ont reçu un bon de retrait pour retirer X boîtes de comprimés d'iode dans la pharmacie la plus à proximité de leur village, ou même certains sortent dans chaque commune concernée. Donc il y a eu d'abord un système, j'allais dire, volontaire, où les personnes allaient volontairement chercher la boîte de comprimés d'iode auprès de la pharmacie. Face à ce défaut que vous avez signalé, cette anomalie où tout le monde n'y va pas, en fait, il y a eu derrière une deuxième phase qui est cette fois une phase de distribution par voie postale, en fait, où les foyers ont reçu dans les boîtes aux lettres le nombre de comprimés d'iode, le nombre de boîtes de comprimés d'iode qui étaient allouées par rapport à la composition de la famille. Donc on a ces deux systèmes qui coexistent, qui sont complémentaires, puisque le but du jeu, évidemment, c'est d'avoir un taux de couverture des comprimés d'iode à 100%. Alors il y a des déménagements, il y a tout ce qu'on veut bien imaginer, évidemment, mais en tout cas, le but du jeu, c'est vraiment de couvrir au maximum la population et les foyers pour qu'ils soient détenteurs de ces comprimés d'iode. Donc on a les deux systèmes qui coexistent. Sur la suite, j'allais dire, sur l'extension à 20 km, aujourd'hui, on n'est pas encore en capacité de dire quel va être le système privilégié. Il n'est pas impossible que le système soit directement envoyé auprès des domiciles. Mais ça, c'est un comité national qui est en train de le régir, puisque en fait, les 20 km qui nous concernent ici, autour de Paluel et de Panly, concernent également toutes les autres centrales nucléaires du territoire français. Et donc la campagne de distribution d'iode va concerner tout le territoire français. Donc c'est vraiment un comité national qui va décider du mode d'action le plus efficace possible. Donc il faut encourager le comité national à distribuer dans chaque foyer. On fera remonter le message. Oui, merci de me donner la parole. Frédéric Weiss, vice-président d'IRC Maritime et membre aussi de l'ACLIN. J'avais d'abord une question technique sur les plans communaux de sauvegarde. Effectivement, l'extension à 20 km, on va être obligé les élus, les communes vont être obligés de modifier les plans communaux de sauvegarde. Est-ce qu'il y a un délai précis pour la mise en place de ces nouveaux plans de sauvegarde? Je pense que l'information elle est quand même importante. Et ma question aussi concerne donc la distribution des pastilles d'iode et d'une manière plus générale, notamment dans les écoles, les mises en place des politiques de confinement au sein des écoles et la distribution d'iode. Mais on sait très bien qu'on est dans des modèles là et que dans le cas d'un risque nucléaire, on va se retrouver avec des situations de stress énormes, épouvantables, et aussi la question des familles qui voudront absolument récupérer leurs enfants et qui feront tout pour récupérer leurs enfants. Parce que c'est des questions sur lesquelles, en tant qu'enseignant, je parle sous contrôle d'Emmanuel Samut, la principale de Strasbourg, je pense qu'on va avoir aussi des questions de stress à gérer et sur lesquelles on n'est pas forcément bien préparé. Donc, ma troisième intervention concerne le trafic maritime qu'il y a autour sur la Manche. Est-ce que les pêcheurs vont être aussi concernés par les distributions de pastilles d'iode? Est-ce qu'il y a une réflexion qui a été menée dans cette question-là, autour de cette question-là? Et une question de citoyen, en fait. Moi, qu'est-ce que je vais faire avec mon chat? Je vais faire de mes tirs. Donc la question des PCS, donc la question pour cette fois plutôt les maires des communes dans la salle. Donc l'extension à 20 km va rendre obligatoire donc pour les maires la mise en œuvre de plans communaux de sauvegarde, donc de travailler à cette organisation-là et à cette réponse-là au niveau communal. Il y aura un délai de mise en œuvre qui sera un délai de 2 ans à partir de la date d'approbation du PPI. Donc il y a 2 ans pour les maires pour se mettre en conformité et pouvoir rédiger leur plan communal de sauvegarde. Donc ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse sur l'état de stress qui sera généré par évidemment une situation d'accident nucléaire, on en est tous conscients. C'est évidemment qu'on ne sera pas serein, on ne sera pas détendu comme on peut l'être ce soir. Et j'allais dire, la réponse qui a été apportée tout à l'heure par M. Quesnel et puis qui a été complétée par Mme Specht sur la mise en œuvre des exercices PPMS notamment, permettra de répondre à ce stress. Plus on sera préparé, plus on sera entraîné, et moins on se posera de questions, et plus on agira de façon presque réflexe pour pouvoir traiter ce problème et prendre en charge les populations, et notamment les populations scolaires qui seront concernées. Donc ça, c'est vraiment des points importants, et la notion d'exercice est très importante dans ce domaine-là également.
Sur l'aspect maritime, donc on a évoqué tout à l'heure un rayon de 20 km. Il se trouve qu'en fait le rayon de 20 km, pour la moitié d'entre lui, il est complètement au niveau maritime, puisque les centrales étant littorales, au niveau maritime, on a ce même rayon, on a ces mêmes rayons d'application. Alors là, c'est une autre autorité qui les gère, puisque c'est l'organisation administrative de la France est ainsi faite qu'il y a un préfet maritime qui traite justement de toute l'action de l'État en mer par rapport à ces phénomènes-là, et le dispositif terrestre a son pendant maritime qui est cette fois sous l'égide du préfet maritime et qui prend également des mesures d'interdiction de la zone pour les pêcheurs, pour les plaisanciers, de restriction évidemment de la consommation qui pourrait y avoir des poissons qui sont dans la zone. Bref, tout un tas de mesures qui se mettraient en place, mais cette fois sous l'égide du préfet maritime, en cas d'accident nucléaire qui concernera également la mer. J'aurais 3 questions très rapides à vous poser. Vous avez évoqué les sirènes d'abord. On sait que toutes les communes de notre territoire ne sont pas équipées. Depuis des années, le mouvement associatif demande que l'État active les relais de téléphonie mobile, puisque j'imagine que beaucoup d'entre nous ce soir sont équipés de téléphones portables. Qu'en est-il de ces systèmes self-broadcast qui permettraient de passer l'information très rapidement à un public très large et même accessoirement à un public qui ne serait qu'en transit sur notre territoire, parce que malheureusement, si ça vient à exploser dans une centrale, tout le monde sera touché. Deuxième question que je voudrais poser très rapidement, c'est qu'en est-il des risques de multi-relâchement? En effet, vous prévoyez, et c'est une très bonne chose, que la population puisse prendre des pastilliodes. Mais c'est dans l'hypothèse où il y aurait une seule bouffée, un seul nuage toxique qui sortirait des bâtiments réacteurs. Or, de nombreuses hypothèses, et je regrette que l'IRSN ne soit pas là ce soir pour nous les présenter, évoquent plusieurs nuages qui pourraient sortir. Que serait-il fait dans ce cas-là pour redistribuer des pastilliodes en cas de bouffées successives de contamination radioactive? Enfin, je voudrais, si c'est possible, que le CIRACEN et vous, monsieur le préfet, vous présentiez bien la différence au public entre ce que vous avez appelé du post-accidentel. Nous, dans les assos, on sait très bien ce que c'est. Mais le PPI est un dispositif réflexe. Or, malheureusement, ça a été évoqué peut-être de manière véhémente tout à l'heure, l'expérience de Fukushima nous invite à voir qu'un accident nucléaire dure. Donc, c'est très bien que les PPI soient faits, c'est très bien que les PPI soient élargis, c'est une vieille demande du mouvement écologiste. Mais j'aimerais bien que cette refonte des PPI permette une vraie information du public pour savoir non seulement ce qui sera fait dans les heures qui suivent un accident, mais dans la semaine qui suit. Puisque c'est toute la vie de notre territoire qui serait impactée, que l'on soit pour ou contre le nucléaire, c'est un problème local qui nous revient ensemble de gérer, qui nous revient ensemble de préparer malheureusement. Alors, pour répondre dans l'ordre à vos questions, s'agissant des sirènes et donc du self-broadcast, c'est une réflexion qui effectivement est menée au niveau de l'État, qui n'est pas encore mise en place. Cependant, pour la diffusion d'alerte, on parlait tout à l'heure de la redondance de l'alerte entre les sirènes, entre les messages radio, entre les messages télévisés, entre l'alerte qui serait diffusée notamment au travers des moyens communaux. Donc, l'ensemble de ces moyens doit permettre effectivement de diffuser l'alerte. Je rappelle effectivement que s'agissant des moyens de téléphonie mobile, on sait très bien que quand il y a une forte concentration d'appels téléphoniques en même temps, il suffit de voir ce qui se passe généralement la soirée du réveillon, les réseaux sont saturés, les messages ne passent pas. Donc la redondance des systèmes d'alerte différents doit permettre d'alerter l'ensemble de la population. Sur le risque de multi-relâchement, on vous a présenté tout à l'heure différents périmètres, le périmètre de mise à l'abri, donc dans les 2 km, le périmètre d'évacuation immédiate à 5 km, et après on a ce qu'on appelle un périmètre de phase concertée qui permet en fait à l'État, avec les différents experts, parce qu'effectivement on est en relation constante avec l'exploitant, qui pourrait effectivement nous parler de ces risques de multi-relâchement, et il y aurait des mesures qui seraient prises pour à ce moment-là évacuer un plus grand nombre de populations et les mettre hors zone du potentiel panache. Donc on a effectivement la première mesure de distribution des comprimés iode et d'ingestion des comprimés iode qui serait mise en place, avec un délai de 24 heures d'effet, ce que vous disiez tout à l'heure le docteur Cottrell, mais d'autres mesures seraient mises en place. Je veux dire, c'est pas parce qu'on a consommé la pastille iode qu'on va arrêter de
penser à d'autres mesures de protection de la population. On serait en constante relation avec l'exploitant pour savoir s'il arrive à remettre en sécurité et en sûreté son exploitation, et on prendrait d'autres mesures pour évacuer à ce moment-là on pourrait évacuer la population immédiate, on pourrait évacuer d'autres populations qui seraient effectivement concernées. Enfin, il y aurait tout un ensemble de mesures qui seraient mises en place qui permettraient de résoudre ces difficultés d'ingestion de d'iode et de redistribution d'iode. On pourrait rassembler par exemple la population à différents endroits où là il y aurait des nouvelles distributions d'iode par exemple. Vous avez en 2015 remplacé les sirènes et rattaché au réseau système d'information et d'alerte aux populations au nombre de 2 sur la commune de Dieppe. Ce qui est bien sur les plateaux en hauteur Neuville-les-Dieppe et Jeanval. Néanmoins, il nous en manque une 3e qui est le centre-ville et je vous demande pas de réagir maintenant, là, tout de suite, parce qu'il y aura beaucoup de questions, mais est-ce que vous pouvez répondre à mon courrier du 21 avril 2011 où je vous demandais, madame, monsieur, la remise en place d'une sirène en centre-ville de Dieppe. Merci. Juste quelques éléments de réponse. Donc, en effet, ce qu'évoque M. Ménard, en fait, c'est un déploiement de sirènes qui ont pu bénéficier à plusieurs communes, hein, d'ailleurs, dans le périmètre des 20 km. Donc, il y a eu un effort de l'État, j'allais dire, pour déployer des sirènes d'alerte sur différentes zones à risque, bassin de risque. Donc la commune de Dieppe en a bénéficié de 2, donc j'allais dire celle de 2011 a été compensée, puisque vous l'avez dit, en 2015 on avait eu 2 au lieu d'une. Par contre après, rien n'empêche, c'est pas parce que l'État a pris cette action-là, rien n'empêche pour les communes de mettre en place d'autres sirènes complémentaires, hein. C'est pas un dispositif exclusif État, et on l'a vu à travers les PCS, c'est aussi un moyen pour les communes, les sirènes, d'alerter la population donc, qui pourrait être concernée. Je vais vous demander pour les communes très touristiques comme nous, au bord du littoral, est-ce que les résidences secondaires auront les pilules? Et pour une population qui vient visiter le village dans la journée, comment ça va se passer? Et puis aussi, nous ne sommes pas équipés de sirènes. On n'entend pas depuis Veul-les-Roses, on n'entend pas la sirène de Paluel, parce que on dit que la sirène de Paluel va retentir, mais est-ce qu'il ne faudrait pas que les communes soient toutes équipées de sirènes? Et est-ce qu'il y aura une aide aux communes pour investir sur les sirènes? France Bleu, on ne le reçoit pas chez nous. Hein. Je vous dis, en Valais, on ne le reçoit pas. On reçoit la radio anglaise, mais pas la radio. Je le regrette vivement. Sur les stocks de distribution, sur les stocks d'iode par rapport à la population saisonnière, en tout cas ce qu'on peut qualifier de saisonnière, donc plutôt lié à l'été dans nos régions, il y a des dispositifs avec des stocks d'iode, notamment dans toutes les zones de camping. Les campings possèdent des stocks d'iode pour répondre à cette problématique. Évidemment, pour la population qui vient sur une journée particulière, le stock d'iode en fait serait en lien avec un dispositif qui est offert à la mairie. Il y a à la mairie des stocks complémentaires qui peuvent être distribués à la population dite temporaire, ou en tout cas de passage, qui seraient mis à l'abri dans certains établissements. Donc il y a ce qu'on évoquait tout à l'heure, des stocks complémentaires qui, comme ça existe dans les écoles, ça existe également dans les mairies, ça existe dans différents bâtiments publics, et donc notamment dans des bâtiments à vocation touristique, camping ou gîtes qui peuvent également accueillir une population de passage. Chaque PPI doit préparer une réponse mise à l'abri, vous le disiez madame, réflexe. Alors on a parlé de mise à l'abri tout à l'heure sur ce périmètre de 2 km. Qu'est-ce que vous entendez par réflexe? Ces mesures dépendent de la typologie de l'accident. On va avoir des accidents à cinétique rapide. Par exemple, c'est un accident où vous allez avoir des rejets qui vont intervenir immédiatement, donc entre 0h et 6h après l'accident. Et donc, sur ce type d'accident à cinétique rapide, la phase réflexe est tout de suite, effectivement, de se mettre à l'abri. Et donc, comme on l'a déjà plus ou moins dit, c'est se confiner, se mettre à l'intérieur de sa maison et écouter la radio, où là, de nouvelles mesures pourront être prises en fonction de l'évolution de l'accident. Cette mise à l'abri, donc on l'a déjà indiqué, elle se fait au regard de l'alerte qui est diffusée par les sirènes, par les plans communaux de sauvegarde avec d'autres moyens d'alerte, le téléphone, la radio, la télévision, les mégaphones, enfin voilà, donc tous les systèmes d'alerte qu'on a déjà évoqués précédemment et qui, effectivement, cette phase de mise à l'abri ne correspond effectivement qu'à un accident à cinétique rapide. On peut avoir un accident sur une centrale qui va
intervenir dans un délai plus long. On sait que ça risque d'évoluer dans un mauvais sens, mais il n'y aura pas de rejet immédiat, et donc il y a d'autres actions qui seront mises en place. Ce ne sera pas forcément une mise à l'abri. Tout dépend effectivement de la typologie de l'accident. Et puis sur un rayon de 5 km, il y a une évacuation qui doit être prévue. Qu'est-ce qui est prévu justement en cas d'évacuation ? Voilà, une des nouveautés également de ces dispositifs, c'est cette mise en place d'une évacuation, une évacuation immédiate. Je réponds tout de suite à monsieur le sous-préfet. Cette évacuation, elle ne doit pas être faite de façon désordonnée, elle doit être faite justement sur une décision, sur la base d'une décision. Je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est l'évacuation, elle répondra justement à un événement, une typologie d'incident particulier. Voilà. Et donc, elle sera faite sur ordre de la préfète, en l'occurrence, qui décidera au regard de la situation qu'il est temps d'évacuer. Elle nécessite à la fois donc, de mettre en place ce qu'on appelle des points de bouclage pour éviter que d'autres personnes puissent rentrer dans cette zone de 5 km. On aura la mise en place à travers les forces de l'ordre, je crois que j'ai vu quelques uniformes tout à l'heure dans l'assistance, donc il y aura la mise en place avec les forces de l'ordre de points de bouclage spécifiques qui empêcheront, j'allais dire, la population de rentrer dans ce périmètre. Et puis il y a une disposition qui sera mise en place pour justement permettre à la population de sortir des 5 km, donc de s'évacuer, à travers à la fois des axes prioritaires d'évacuation, à travers également des dispositifs qui permettent de On va trouver un autre micro, celui-ci donne des signes visiblement de fatigue évidente. C'est mieux, oui, c'est mieux. Donc il y a également la mise en place d'itinéraires privilégiés d'évacuation. Donc sur les périmètres, on identifie dans les plans donc, les itinéraires à emprunter. Et puis on organise, j'avais dit, cette évacuation. Pour les personnes qui sont valides et indépendantes, mobiles et qui sont véhiculées, cette évacuation elle se fait par leurs propres moyens. Pour les personnes qui sont évidemment dans des établissements de santé, dans des établissements de type EHPAD, cette évacuation elle est organisée avec une évacuation cette fois plutôt avec des moyens sanitaires, puis parce que évidemment on ne peut pas sortir. Et puis pour les personnes qui sont chez elles mais qui n'ont pas de possibilité de bouger parce qu'elles ne sont pas motorisées, en fait on organise une évacuation à travers des points de rassemblement et une mise en place de transports en commun qui permettra de ramasser entre guillemets la population et de l'évacuer de ces 5 km. Et pour aller où? Alors, Camille de Vitasthésie, si j'ai bien compris, pour aller où ça sera la question, on y vient. Donc si je comprends bien, je saute dans ma voiture si j'en ai une. Alors effectivement, si vous avez une voiture et que l'ordre est donné d'évacuer, on conseille effectivement l'auto-évacuation. Toutes les personnes valides avec des moyens de transport, on leur demande effectivement de prendre leur véhicule. Pardon ? Embouteillage, évidemment. Alors, des axes d'évacuation spécifiques vont être mis en place avec les forces de l'ordre qui seront mis à certains endroits et qui permettront de fluidifier la circulation et d'orienter la population vers différents centres. On ne fera pas aller toute la population aux mêmes endroits. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, on aura différents centres de rassemblement de la population, on les enverra faire ces différents centres, par exemple telle commune pour aller sur telle autre commune située par exemple à 30 km plus loin, et la commune d'à côté pourrait aller sur un autre lieu de rassemblement, ainsi pour diversifier les zones d'accueil de la population. Dans ce plan, dans le PPI, donc dans le plan particulier d'intervention, pour toutes les communes qui vont être situées dans le périmètre des 5 km, on prévoit des endroits spécifiques où cette population se rendra. Donc on saura exactement vers quelle adresse, vers quel site, vers quel gymnase, vers quel centre d'accueil vous dirigez. Ce sera quelque chose qui sera connu. Donc ce ne sera pas une décision qui demandera de la réflexion au niveau par exemple de la préfecture, où est-ce qu'on va orienter la population. Non, ce sera déjà préparé, on saura déjà où vous envoyer. Et ces éléments seront indiqués dans le PPI. Alors la situation des personnes qui sont hébergées dans des établissements pour personnes âgées dépendantes, la situation des personnes hospitalisées a déjà été évoquée. Donc chacun de ces établissements dispose soit d'un plan blanc pour les établissements sanitaires, soit d'un plan bleu pour les établissements médico-sociaux. Dans les établissements qui sont situés dans cette zone PPI doivent avoir dans ces plans à la fois les modalités de confinement de l'établissement et les modalités d'évacuation. Donc ça, c'est quelque chose qui doit figurer dans les plans, c'est sous la responsabilité du responsable de l'établissement, et nous, ARS, on travaille avec eux pour vérifier, et on fait quelquefois des exercices. Ça, c'est une question qui a été soulevée tout à l'heure, Anne-Marie Griffon-Picard.
qu'est-ce que l'on fait avec ces animaux d'élevage, si on est professionnel, et puis qu'est-ce qu'on fait de son chat, de son chien ou de sa tortue, son animal domestique. Alors, concernant l'évacuation, la mise à l'abri d'abord. La mise à l'abri doit concerner aussi les animaux. Donc, tant faire que se peut, quand c'est possible. Ça n'est pas possible, bien sûr, pour tous les animaux et toutes les espèces animales. C'est lorsque vous recevez les consignes de mise à l'abri, c'est également vos animaux. Ça peut être sur des élevages bovins, fermer les stabulations, par exemple. On n'a pas le temps forcément de les rentrer en stabulation. Les chiens, les chats, de les faire rentrer dans la maison. Enfin, voilà des mesures de bon sens qui découlent des mesures qui sont appliquées à l'heure. Pour les poules, les rentrer au poulailler, si vous en avez. Si vous n'en avez pas, il faut les laisser dehors. Il est clair que les humains vont primer, l'organisation de l'évacuation des hommes va primer pour celle des animaux. Pour l'évacuation, si vous avez un chien, un chat, ils peuvent vous accompagner. Si vous avez une voiture, vous pouvez rentrer vos animaux dans la voiture. Vous n'allez pas évacuer avec vos poules. Il faut complètement proportionner les mesures d'évacuation à la situation, aux espèces que vous détenez, à la quantité d'animaux. Il faut savoir que l'évacuation, elle n'est pas définitive, elle est temporaire. Donc il faut bien mieux, pour ne pas non plus stresser vos animaux, peut-être par exemple, je pense à des chats, les laisser chez vous avec une litière, avec un distributeur de croquettes, etc. À l'intérieur, ils seront bien moins stressés que de les embarquer dans une évacuation qui de toute façon ne sera que temporaire. Sur les moyens, j'allais dire, de l'évacuation, il est clair qu'on a bien spécifié qu'il y avait deux types d'évacuation. Il y a ce qu'on appelle l'auto-évacuation, c'est-à-dire l'auto-évacuation, c'est pour les personnes qui ont des autos, quasiment. Donc c'est les personnes qui vont partir d'elles-mêmes, parce que justement il y a un accident et qu'elles sont en capacité, elles sont motorisées et elles sont en capacité de partir. Donc elles partiront de ces 5 km de façon autonome. Et après on a la population donc, qui n'est pas autonome, qui n'est pas motorisée, qui n'a pas de véhicule, et donc dans ces cas-là, les pouvoirs publics ont cette obligation de les prendre en charge à travers notamment la mise en place de points de rassemblement et ensuite de vecteurs d'évacuation qui seront de type transport en commun pour sortir de la zone de 5 km. Sur les zones d'accueil, évidemment, il n'est pas question pour les pouvoirs publics de sortir cette population, de les évacuer à 6 km. Ça serait complètement absurde. Donc l'idée qui a prévalu dans l'organisation du PPI, c'est de les évacuer sur des centres d'accueil qui sont situés au-delà de 30 km. Donc on a cette fois une phase d'éloignement assez fort, hein, donc au-delà de 30 km, et on a sectorisé, j'allais dire, dans le cadre du PPI, on a sectorisé les zones. C'est-à-dire que telle commune, je vais dire n'importe quoi, ne prenez pas ce terme-là à la lettre, Panly, les habitants de Panly iront plutôt vers le secteur, je sais pas, je dis n'importe quoi, hein, de Rouen par exemple, et puis les habitants de Berneval-le-Grand iront sur un autre secteur. L'idée est vraiment de sectoriser en fait l'évacuation pour justement éviter qu'on retrouve tout le monde sur les mêmes axes, et puis pour éviter également qu'on ait des lieux de concentration qui soient difficiles à gérer. S'agissant de l'auto-évacuation, on sait que toutes les personnes n'iront pas forcément au centre d'accueil qu'on aura pu mettre en place à 30 km. Vous allez avoir des personnes qui vont préférer aller chez la famille, chez des amis qui sont au-delà des 30 km. Et ça, c'est effectivement également possible. On ne va pas demander, s'il y a une préférence pour aller chez des amis ou de la famille ou même hors département parce qu'ils ont des lieux d'hébergement qui leur conviennent mieux, ce n'est pas une difficulté à ce niveau-là. On n'oblige pas la population à se réunir sur un même centre d'accueil. Moi, j'avais juste une question sur l'alerte, parce que vous parlez d'accident cinétique rapide ou accident cinétique lent. Dans le cas d'un accident cinétique rapide, l'alerte, le temps que ça aille du centre d'exploitation au préfet, aux communes, aux gens, ça se passe combien de temps? Et du coup, est-ce qu'on a vraiment le temps de réagir? Alors, dans un accident cinétique rapide, les CNPE, donc les centrales, peuvent elles-mêmes déclencher les sirènes qui sont à proximité immédiate et avec leur système d'alerte téléphonique qui englobe l'ensemble des habitants dans les 2 km, déjà leur prévenir immédiatement la mise à l'abri. Donc il y a déjà, pour la partie les habitants à 2 km, l'alerte ne va pas forcément, suivant la typologie de l'accident, attendre la décision du préfet pour que la population soit avertie.
dans tous les exercices, et notamment dans celui qui a encore été mis en œuvre lundi dernier dans les écoles, le premier des réflexes, c'est de disposer d'une radio à pile, parce que justement, elle est indépendante de la fourniture d'électricité. Donc c'est un vrai plus, et on peut qu'inviter, j'allais dire, toute la population à se doter d'équipements encore un peu rudimentaires, hein, qui paraissent un peu maintenant complètement saugrenus par rapport à notre mode de vie, mais ce sont les rares équipements qui fonctionnent sans électricité. Sachant effectivement que la radio à pile, c'est valable pas forcément que pour la crise nucléaire. Hein. Un accident, enfin les tempêtes qu'on a pu avoir en hiver, où on a des coupures classiques d'électricité, la radio à pile, c'est vraiment le moyen qui fonctionne le mieux. Je vous pose la question suivante, et à Madame Speck surtout. Dites-nous franchement, à tout l'ensemble de la salle, quel est l'état réel de la mise en alerte des établissements scolaires au niveau de la différenciation des signaux d'alerte, de telle façon qu'en cas d'alerte, je prends l'exemple du lycée Maupassant, il y a 3000 personnes, comment sommes-nous certains que toute cette population ne va pas sortir spontanément dans la cour, ou bien toute cette population va effectivement rester dans l'établissement? Normalement, il y a des signaux différenciés dans les établissements, c'est la loi, mais ce n'est pas réel dans l'ensemble de l'académie. Il y a des retards, mais j'attends votre explication, s'il vous plaît. J'espère ne pas vous prendre de cours. Une première réponse, puis après on reviendra vers vous pour approfondir sur cette question de l'école, des lycées et des collèges. Oui, la question de l'alerte dans les établissements, c'est un point fondamental, un point crucial. Il y a différents dispositifs sonores qui existent dans les établissements scolaires. Un dispositif d'alerte incendie, l'alarme incendie qui entraîne l'évacuation. Donc là, c'est bien spécifique. Ensuite, les établissements doivent avoir deux autres modes d'alerte. Une alerte pour faire face à un événement naturel ou technologique majeur, c'est le cas d'un événement nucléaire, et une alerte en cas d'attentat-intrusion. L'alerte attentat-intrusion, ça doit être un signal sonore. On est dans une situation qui est immédiate. Il faut pouvoir alerter avec un autre code que le signal d'évacuation incendie. Après, pour l'alerte événement naturel ou technologique majeur, là on a un petit peu plus de temps pour informer l'ensemble de la communauté scolaire. Donc on a certains établissements qui ont un signal bien spécifique, qui ont deux signaux spécifiques, attentat, intrusion ou événement, risque naturel ou technologique, en plus de l'alarme incendie. Mais les établissements qui ne sont pas encore dotés de ce type de signaux peuvent, en cas d'événement naturel ou technologique, avoir d'autres modalités d'alerte. Parfois, ce sont des cornes de brume, ce peuvent être des mégaphones. Ça peut être également un relais par le biais des téléphones internes, et on demande aux personnes qui réceptionnent le téléphone d'alerter l'ensemble de l'étage. Chaque établissement scolaire est spécifique. On a des écoles classe unique ou deux classes. On a des cités scolaires très très importantes. Vous citez le lycée Maupassant Descartes. Donc là, on est sur des 1000 ou 1500 élèves et des tas de bâtiments différents. C'est à chaque établissement d'avoir prévu les modalités d'alerte. Et on a de plus en plus d'établissements qui sont équipés avec des signaux sonores, puisque les collectivités territoriales propriétaires des locaux aménagent progressivement l'ensemble des établissements scolaires. On prend une journée lambda, Laurent Mabier, on est en semaine, les enfants sont à l'école, et moi je suis au travail ou en train de faire des courses en ville. J'entends résonner les sirènes, ou je suis dans ma voiture, j'allume la radio, j'écoute France Bleu, et forcément, et là j'apprends qu'une alerte est en cours. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je passe chez moi? Prendre des affaires? Qu'est-ce que je fais? Si vous êtes hors du périmètre, je veux dire, l'idéal n'est pas de repasser chez vous, puisque en fait, il faut éviter de rentrer dans le périmètre qui serait impacté par les mesures d'évacuation, puisque de toute façon, vous risquez d'être barré par les forces de l'ordre qui vous inviteront plutôt à partir plutôt qu'à rentrer. Par contre, si vous êtes dans le périmètre, dans ces 5 km, et que vous avez la chance de travailler à proximité de votre domicile, vous pouvez repasser chez vous, évidemment, d'une part pour prendre quelques affaires personnelles, si vous avez un traitement médical particulier, par exemple, donc d'avoir les comprimés adaptés pour votre traitement, d'avoir également des papiers administratifs personnels, la carte d'identité, on doit
peut-être l'avoir toujours sur soi, mais ça peut valoir aussi le coup de la prendre si jamais on doit être évacué. Carte bancaire, j'en fais évidemment par état, mais c'est la même chose. Et puis on peut évidemment repasser pour fermer son habitation, tout simplement, pour la mettre en protection, sachant qu'évidemment que si le périmètre est complètement évacué, il y aura également des mesures qui seront mises en œuvre par les pouvoirs publics pour protéger la zone et éviter ce qu'on peut connaître dans certaines situations, des pillages et des personnes qui profitent de la situation pour venir piller. Donc il y aura tout ce dispositif qui sera mis en place, mais si on est dans le périmètre, on peut repasser ses choix et justement prendre ces dispositions-là. Et après, est-ce que je passe à l'école chercher les enfants? C'est un peu la question. Et comment seront gérées ces questions-là par l'éducation nationale, Sylvie Specht? Il ne faut surtout pas aller chercher les enfants à l'école. Les parents s'exposeraient au danger en sortant de chez eux pour aller récupérer leur enfant. Donc il est important que chacun reste là où il est et la communauté scolaire met à l'abri l'ensemble des élèves, l'ensemble des personnels, puisqu'il est prévu des PPMS, plans particuliers de mise en sûreté. Il y a 2 PPMS qui existent, un sur la thématique attentat-intrusion et un sur la thématique risque majeur, naturel et technologique. Donc le risque nucléaire est pris en compte dans le PPMS, risque majeur, naturel et technologique. Donc le PPMS va décrire les modalités de mise en sûreté et les modalités de gestion de crise. La mise en sûreté, c'est à la fois la mise à l'abri et l'évacuation. Donc le PPMS intègre ces 2 volets, mise à l'abri ou évacuation, et puis ça peut être également les 2 successivement. Et si jamais l'évacuation est ordonnée, que se passe-t-il? Alors, l'évacuation d'un établissement scolaire, c'est une évacuation collective, planifiée, organisée par les services de la préfecture, avec des cars qui viennent chercher les enfants, et donc des lieux d'accueil des élèves et des adultes de l'établissement scolaire qui sont prévus, comme ça a été décrit précédemment par Camille de Vitastesi. Alors les questions particulières, là, des moments particuliers, si ça se passe la nuit, si ça se passe là, vous avez entendu comme moi toutes ces questions. Oui, le PPMS doit prendre en compte les différents moments de la journée scolaire, donc une alerte pendant les heures de classe, c'est le cas de figure le plus simple à gérer, une alerte pendant le temps de repas, pendant la récréation et effectivement, vous l'avez souligné, pendant la nuit pour les établissements qui ont un internat. Donc les PPMS des établissements doivent intégrer toutes ces phases-là et doivent faire l'objet d'exercices sur les différents moments de la journée. Donc on a des établissements qui, certaines années, font un exercice pendant le temps de classe, les heures de cours habituelles, parfois qui déclenchent l'exercice au moment de la récréation pour voir la façon dont les personnes vont aller se mettre à l'abri dans les zones qui vont bien. Et on a des établissements qui ont déjà fait des exercices la nuit, pour les internes. Alors, la nuit pour les internes, en général, c'est l'exercice vers 10-11 heures du soir ou alors vers 6h30 du matin. C'est rarement fait à 3 heures du matin, mais comme pour les exercices évacuation incendie, il y a des exercices, les PMS, qui sont organisés dans les internats le soir. Puisque c'est une question qui revient là, je vais vous la poser tout de suite maintenant comme ça, elle ne reviendra plus sur la gestion du stress des élèves et éventuellement des adultes par les enseignants. Est-ce que vous avez travaillé cette question? Il y a dans la maquette académique PPMS des fiches sur des consignes en cas de situation spécifique. Alors ce sont des consignes en cas de malaise, de problèmes divers, et il y a une situation de stress individuel et stress collectif. Voilà, avec quelques conseils qui sont donnés aux adultes pour gérer une phase de stress individuel ou collectif, en sachant bien sûr, donc, voilà, ça peut ne pas être facile de gérer ce type de situation, surtout avec parfois des publics un peu particuliers. Monsieur tout à l'heure signalait des enfants autistes par exemple, donc il y a parfois des publics un peu spécifiques à prendre en charge, et là les équipes des établissements s'entraînent aussi lors des exercices à gérer ce type de situation. Lundi dernier, on l'a évoqué, on a fait un exercice sur une thématique événement climatique, puisqu'on était dans une situation orageuse avec des pluies diluviennes et des vents violents. Et j'ai observé l'exercice dans un collège sur le secteur de Rouen. Il y a 2 élèves, même 3, puisqu'il y en a un autre dans une autre zone, de 3 élèves qui étaient un peu stressés, qui ont ressenti un mal-être et ils ont été pris en charge par les enseignants.
On va passer aux mesures post-accidentelles, si vous le voulez bien, et puis après je vous donnerai à nouveau la parole. Alors voilà, ça y est, on y est, Monsieur Blavette. Après l'alerte, est-ce que je pourrais immédiatement rentrer chez moi, boire de l'eau, manger les produits de mon jardin, ou encore aller vers mes animaux? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils sont restés là peut-être, les animaux d'élevage en particulier, qu'on n'aura pas pu emmener comme son toutou préféré. Laurent Mabille. Alors, non. C'est vous, je pense. Ou alors il y a de l'électricité dans l'air. J'ai un mauvais fluide, je sais pas. Donc, la réponse est non, évidemment, après une alerte, mais surtout après un accident, hein, puisque s'il y a alerte, c'est qu'il y a, évidemment, ça va mieux. Donc s'il y a alerte, c'est qu'il y a accident, et c'est qu'il y a accident, il peut y avoir rejet, et si on est dans cette phase-là, c'est qu'il y a eu rejet. Donc évidemment, la vie ne sera plus la même, soyons clairs, hein, on peut bien évidemment l'imaginer. Donc le PPI traite de l'urgence, donc de la phase de protection en urgence, mais il introduit également des notions qui sont plutôt sur la gestion de la phase dite post-accidentelle. Après l'accident, qu'est-ce qui va se passer? Donc après l'accident, il va se passer des notions de réseaux de mesures particulières qui vont être mises en place, hein, donc qui vont être intégrées sur l'ensemble du territoire qui est potentiellement concerné par le panache radioactif qui a pu passer. Donc avec un réseau de mesure de la radioactivité à la fois en dépôt, donc ce qui a pu retomber au sol, une mesure atmosphérique également pour s'assurer qu'il n'y a plus de radioactivité dans l'atmosphère, et puis des mesures également concernant tout ce qui est alimentaire. Donc ça va se traduire concrètement par la mise en place de différentes zones, un zonage encore un peu différent de ce qu'on connaît dans le PPI, des zones dites de surveillance renforcée du territoire, des zones dites de protection de la population, et également des zones qui cette fois seront la plus drastique, c'est la zone d'éloignement. Très clairement, là où il y aura une concentration forte du panache et du dépôt radioactif sur certaines zones, il y aura un éloignement plus ou moins long, donc il peut aller de quelques jours à quelques semaines, voire à quelques années, hein, et on n'est pas à l'abri évidemment d'un dépôt assez conséquent, donc qui ne permettront pas à la population de rentrer dans cette zone-là. Sur les zones de surveillance renforcée et surveillance de protection de la population, on aura une adaptation au cas par cas en fait, hein, suivant les mesures qui seront prises, et puis certains aliments qui concentrent la radioactivité seront évidemment bannis de la consommation, seront interdits à la consommation. Certains prélèvements d'eau, des captages plutôt de surface qui auraient pu être contaminés par du dépôt radioactif ne seront évidemment pas mis en place, et on aura des restrictions de potabilité de l'eau, donc pas de consommation de l'eau. Et puis on peut avoir aussi des mesures cette fois qui sont peut-être plus anecdotiques, en tout cas lesquelles on ne pense pas forcément, mais c'est des zones d'interdiction de promenade dans les forêts parce qu'on a une concentration un peu plus forte dans une forêt que dans une autre. On peut avoir des mesures comme ça qui sont graduées et qui sont différentes suivant des zones particulières qui seront mises en place, donc cette fois en post-accidentel, qui seront sur un temps beaucoup plus long que la phase d'urgence, hein, soyons honnêtes. Il ne s'agirait pas de traiter les 24 ou 48 heures, on traitera cette fois sur des mesures vraiment de long terme qui peuvent aller sur certaines zones, hein, on le connaît et on a pu le connaître avec un accident Tchernobyl, hein, et on a bien des zones qui seront interdites à la population, des zones qui seront des consommations restrictives et des zones où on aura complètement une interdiction complète de la consommation de tout ce qui a été produit alimentaire. Pour ces animaux, si on ne revient pas tout de suite, si l'autorisation de retour n'est pas donnée immédiatement, si cela dure quelques jours, quelques temps, comment se passera la survie de ces animaux? Qu'est-ce qui est prévu? Alors effectivement, c'est du cas par cas. Si l'évacuation dure, il n'y a personne pour s'occuper des animaux, forcément les animaux ne vont pas aller bien, c'est clair. C'est pour ça qu'au moment de l'évacuation, là je m'adresse plutôt à une population d'éleveurs, c'est de mettre à l'abri les animaux et de prendre des précautions, si possible avec certaines filières animales, qu'il y ait un peu de nourriture, d'abreuvement sur quelques jours. Parfois ça n'est pas possible. Et là c'est sûr que ça ne va pas très bien se passer. Ça, c'est une chose. Et puis, moi, ce que je voulais souligner, ce qui est dangereux pour les populations animales, c'est l'ingestion d'isotopes radioactifs. Soit l'inhalation, soit l'ingestion par le biais, par exemple, de fourrages contaminés. Et ça dépend aussi de la nature de ces isotopes. Parce que vous avez des isotopes qui ont des demi-vies très courtes. Donc, si vous voulez, la réduction de l'activité radioactive va se faire naturellement. Ils ne vont pas être exposés pendant trop longtemps à un élément radioactif, et d'autres éléments, Madame le soulignait, beaucoup plus embêtants, qui peuvent avoir des demi-vies très longues. Et là, la gestion, elle se fait aussi différemment.
Quand il y a des isotopes à demi-vie très longues qui sont expulsés, on va plutôt raisonner en zone d'exclusion à l'endroit où ces isotopes sont retombés. Vous avez actuellement les experts en la matière qui sont capables de dresser des cartes extrêmement précises des dépôts radioactifs. Ça s'est vu par les retours d'expérience qu'il y a eu à la fois en Tchernobyl et surtout Fukushima. Donc on arrive à modéliser, les experts en la matière dont je ne fais pas partie, assez précisément ces dépôts. Et en fonction de tous ces éléments, sous l'autorité de la préfecture et des experts qui donneront des consignes, on adaptera ce qu'on appelle le post-accidentel, les mesures de gestion des animaux et de l'alimentation en fonction de ces éléments-là. Tout n'est pas non plus complètement noir. Il y a des animaux qui peuvent aussi se décontaminer naturellement, parce que tout simplement, l'activité diminue. Ce n'est pas le cas quand il y a des isotopes plus lourds. Et là, effectivement, on peut être amené à abattre des animaux au moment, laisser les animaux en vie pendant quelques temps et les abattre quand les mesures d'évacuation de ces animaux pourront être opérationnelles. Mais entre ces deux extrêmes, il y a plein de mesures possibles qui seront adaptées en fonction de l'événement. On va évoquer maintenant ce fameux PPI, parce qu'on est en plein dedans là maintenant, on a compris, c'est en train d'évoluer. Comment va se présenter ce PPI ? Donc le PPI de chaque centrale sera composé de 5 volumes. Il y aura une phase qui sera déclinée par volume, c'est-à-dire qu'on va avoir un volume qui sera consacré à la présentation, aux mesures générales et aux mesures post-accidentelles qui peuvent être mises en place. On aura un volume qui sera consacré à la phase réflexe de mise à l'abri des 2 km. Un troisième volume qui sera consacré à la phase d'évacuation immédiate des 5 km. Un quatrième volume qui sera consacré à la phase concertée, donc ce qui se passe notamment au-delà des 5 km. Et le dernier volume sera pour l'annuaire téléphonique, des communiqués de presse et des annexes avec quelques données confidentielles, puisqu'effectivement, on aura dans ces plans, on va avoir par exemple des arrêtés qui seront déjà préparés pour qu'on n'ait pas à réfléchir sur la modalité de mise en œuvre de certaines mesures. On va avoir des communiqués de presse qui seront pré-rédigés, où on n'aura plus qu'à mettre les éléments très factuels. Tout cela pour effectivement gagner du temps et être le plus efficace possible dans la phase de gestion de crise. À quel moment je pourrais consulter ces documents? Est-ce que je pourrais, on voit, on a des gens qui ont beaucoup de choses à dire, apporter mon message? Alors il va y avoir une phase de consultation du public. Les documents donc, ont déjà été ont été transmis aux différents services, notamment à la CLIN. Il y a déjà eu des remarques qui ont été faites sur ces documents. On est en train d'intégrer l'ensemble de ces remarques et ces documents vont vous être mis à disposition du public. Donc dans l'ensemble des communes qui sont, donc dans l'ensemble des mairies qui sont à l'intérieur de ces deux périmètres, donc les quelques 210 communes vont avoir ce document en format papier pour permettre à la population de se rendre dans les mairies, de les consulter et de pouvoir émettre des remarques sur un registre qui sera tenu dans les communes, donc dans les mairies. Ces documents, donc cette consultation durera 1 mois et les documents seront mis à disposition des mairies aux alentours du 10 novembre. L'objectif étant un retour à la mi-décembre pour une intégration des dernières remarques et une signature de l'approbation des PPI pour la fin de l'année et une mise en œuvre au début de l'année prochaine. Je vous propose, puisque je vous l'avais garanti avant 21h, Laurent Mabir, de nous donner les 6 réflexes à avoir si jamais il se passe quelque chose, là, demain. Alors, les 6 réflexes à avoir, donc c'est d'abord à l'audition de la sirène, la sirène, en tout cas de tous les dispositifs d'alerte, c'est d'abord je me mets à l'abri. C'est clairement ça. C'est on rentre dans un bâtiment en dur et on se met à l'abri. Le deuxième réflexe, c'est de se tenir informé de l'évolution de la situation et des consignes qui pourraient être décidées donc par les pouvoirs publics, donc avec notamment le vecteur de la radio qui est le vecteur à privilégier. Le troisième réflexe, c'est quand on est parent, c'est de laisser faire la communauté enseignante pour la prise en charge des enfants et donc de ne pas aller chercher les enfants à l'école. Le quatrième réflexe, c'est aussi un réflexe dont on n'a pas encore parlé, mais c'est un réflexe plutôt pour permettre l'organisation des secours, faciliter l'organisation des secours, c'est-à-dire de limiter les communications téléphoniques pour justement libérer les lignes et qu'elles soient accessibles aux services de secours. Le cinquième réflexe, c'est quand on m'en a donné l'ordre,
c'est de prendre des pastilles d'iode qui sont soit chez moi, soit dans les bâtiments où je suis regroupé pour me protéger au moins de cette partie radioactive. Donc c'est uniquement sur ordre. Et puis le 6e réflexe, c'est un 6e plutôt préventif, c'est de se préparer à une éventuelle évacuation en rassemblant, en ayant des kits, peut-être des kits tout prêts pour dire si jamais je dois évacuer demain, qu'est-ce que j'ai besoin de façon immédiate, où c'est rassemblé, et je me prépare pour avoir mes affaires personnelles le plus à disposition possible pour partir le plus vite possible et de la façon la plus ordonnée possible. Est-ce qu'on peut avoir les lieux de réserve pour les habitants situés dans les PPI existants, notamment Paluel, me dit-on? Y a-t-il une liste des lieux? Où sont-ils déjà répertoriés? Combien de personnes peut-on accueillir? Alors, la liste, décidément, c'est un mal qui se transmet. La liste, elle est en cours d'élaboration, puisqu'en fait, elle est liée à un dispositif plus global, qui est le dispositif d'hébergement d'urgence. Donc, on a des lieux qui sont préétablis et qui sont recensés auprès de chaque commune. D'ailleurs, pour certains maires qui sont dans la salle, ils ont fait l'objet d'un recensement et on les relance assez régulièrement pour connaître justement les lieux possibles d'accueil de la population. Donc on a cette liste-là qui existe au niveau département et donc dans le PPI, on aura déterminé des secteurs. Donc aujourd'hui, je ne peux pas pouvoir répondre sur des secteurs bien précis, mais en tout cas, ce seront des données qui seront connues, oui, tout à fait. J'ai une question concernant la distribution des cachets d'iode. À partir de quand est-ce qu'on les aura à disposition? Sachant que nous, dans l'établissement, il nous en faut à peu près 1500. Donc rien sur un établissement scolaire, et dans quelle mesure est-ce que vous serez en mesure de fournir pour tous les habitants et toutes les structures, et comment est-ce qu'on fait au moment où on nous dit, je vois le point 5, il faut prendre le cachet d'iode pour les distribuer à nos élèves qui sont à l'extérieur de l'établissement, mais quand même dans le périmètre? Alors, la distribution des comprimés, tout à l'heure, c'est un comité national qui s'occupe de cette distribution. Et logiquement, pour les communes qui sont donc situées entre 10 et 20 km, puisque les communes qui sont à l'intérieur du périmètre des 10 km ont déjà leur comprimé d'iode, entre 10 et 20 km, cette distribution aura lieu en 2019. Donc effectivement, une fois les PVI approuvés. Donc ça, je ne peux pas vous donner exactement la date de départ puisqu'elle ne dépend pas de nous mais d'un comité national, mais cette distribution est prévue dès 2019 et elle est prévue, si elle commence, à l'intégralité de la population. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous donner 500 pastilles si vous avez 500 boîtes de comprimés, si vous avez 1500 élèves. Vous aurez nécessairement le stock pour pouvoir effectivement la distribuer à l'ensemble de votre population, plus effectivement, comme le disait Madame Speck tout à l'heure, des stocks complémentaires au cas où vous auriez des visiteurs ou des parents d'élèves qui seraient présents au moment où l'ordre d'ingérer ces pastilles serait donné. S'agissant effectivement des élèves qui seraient à l'extérieur du lycée, parce qu'ils seraient par exemple, je sais pas, sur des activités sportives, à la piscine ou autres, mais toujours sous la responsabilité donc, du chef d'établissement. Normalement, donc, ce sont des éléments qui doivent être pris, qui sont pris en compte soit dans le PPMS, mais vous avez également la mairie qui dispose de l'ensemble de ces équipements sportifs et qui, quand elle déclenche également dans le cadre de son PCS et quand l'ordre est donné d'ingérer, doit s'assurer que l'ensemble de sa population a bien l'information. Donc l'information parviendrait également aux élèves, aux lycéens qui seraient par exemple sur les terrains de sport ou à la piscine, et la mairie dispose également de stocks complémentaires qui pourraient également être fournis. Bien, bonsoir mesdames et messieurs. Donc par rapport à la question concernant digues et puis générateurs électriques de secours, déjà peut-être un point de rappel, l'accident de Fukushima, c'est quoi? C'est un tsunami effectivement qui a agressé la centrale nucléaire qui ne disposait pas de protection suffisante pour pouvoir faire face à cet événement. Bon, ça c'est le fait qui s'est produit au Japon. Suite à cet événement, comme on le fait systématiquement dans les centrales françaises, on a analysé le retour d'expérience de ça et en particulier on a procédé à des études complémentaires de sûreté. Ces études complémentaires de sûreté, c'était quoi? C'est tout simplement regarder pour chacun des réacteurs français par rapport aux dispositions de protection de ces réacteurs tels qu'ils ont été conçus, est-ce qu'elles sont suffisantes ou pas? Donc globalement, chaque centre, et donc en fonction de son implantation géographique et des risques auxquels il fait potentiellement face, a fait l'objet d'une réanalyse comme celle-là, et donc ça a donné lieu, ou pas, le cas échéant, en fonction des conclusions, pour chaque centrale nucléaire de France,
à prendre en compte, prendre en charge des mesures complémentaires. S'agissant de Paluel et de Penly pour la digue, les conclusions de ces études ont montré qu'il n'y avait pas besoin de mettre en place une digue, donc c'est la raison pour laquelle on n'a pas eu à mettre en place de digue complémentaire. En revanche, on a, comme sur l'ensemble du parc nucléaire français, enclenché la construction de diesels d'ultime secours, donc qui sont en fait, comme leur nom l'indique, des diesels de secours, mais qui, au lieu d'être implantés, on va dire, au niveau bas, à la partie basse de la centrale, sont implantés à une altimétrie, alors qui est fonction effectivement de chacune des centrales, parce que typiquement, nous, le risque de montée des eaux, si je prends Paluel, il vient plutôt par le haut de la falaise que par le niveau de la mer. Donc pour Penly, c'est différent. Donc typiquement, les diesels d'ultime secours qui sont en cours de construction sur l'ensemble des centrales nucléaires du parc français, pour Penly, ils vont être mis en place à une altitude de plus de 10 mètres, et sur Paluel, parce que la configuration est différente, c'est de l'ordre d'une vingtaine de mètres. Donc ça, ces constructions-là sont actuellement engagées, et ça sont une des parties, une des actions qui ont été engagées suite à l'accident de Fukushima. Sur la mise à l'abri, l'idée, c'est vraiment de se protéger derrière un bâtiment en dur. Donc derrière, les fenêtres sont dures, en fait. Hein. Donc le rayonnement ne passe pas à travers une fenêtre. Par contre, vous avez raison, sur l'histoire des VMC et sur des pompes à chaleur, c'est plutôt des dispositifs à arrêter, puisque, évidemment, ils recyclent l'air qui prélève à l'extérieur. Donc c'est pas le but du jeu. Par contre, on n'est pas sur une optique, sur un dispositif de confinement. C'est-à-dire qu'on n'est pas chez soi confiné complètement de façon étanche de l'extérieur. C'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est vraiment de se mettre à l'abri pour se protéger des rayonnements. Est-ce qu'on aura une information particulière dans les établissements scolaires qui seront concernés de la part du rectorat? Oui, tout à fait, c'est prévu. Il y aura un envoi d'une circulaire académique à partir du moment où le PPI est approuvé, bien sûr. On attend donc le début de l'année 2019. Il y aura une circulaire académique qui informera tous les établissements scolaires en leur demandant de mettre à jour leur PPMS en intégrant le volet risque nucléaire.